De l'hiver à l'automne, 4 saisons, 12 mois, 12 nouvelles. Saison des agonies, saison des possibles, saison des corps, saison des souvenirs. Nouvelles de saison, un podcast de Philippe Crubézy. Aujourd'hui, It's a Good Day to Die. Lecture Anne Alvaro. Musique Charlie Nelson. Les volumes étaient incertains et mouvants. Ce soir, bientôt, la tempête. Plus le jour s'évanouissait et plus Paris se débattait dans une atmosphère mélancolique et menaçante. La lumière s'enfuyait inéluctablement et les fenêtres des immeubles s'allumaient en réponse les unes après les autres. Les feux tricolores clignotaient, incapables de se fixer sur une couleur, et tous les 100 mètres, la cadence lumineuse des croix vertes, signalant les pharmacies, rappelait que la douleur n'était jamais loin. Les panneaux municipaux, ajoutant à l'angoisse diffuse, faisaient courir orange sur noir leur message de prévention. Risque de vent violent, prévention chute d'arbres, attention aux personnes âgées. Bleu sombre, noir. La ville se tenait à carreaux, sur le qui-vive. Les voitures roulaient lentement, mais les passants marchaient vite, scrutant le ciel à la dérobée, un peu honteux. Le vent commençait à soulever les manteaux, les femmes plaquaient leurs robes sur leurs cuisses, les cheveux longs fouettaient les yeux. Et si une faille venait à s'ouvrir, éventrant les nuages, aspirant nos humanités? Qui pourrait s'opposer si un immense tourbillon venait à tout emporter? Qui aurait le temps de se plaindre? Dans ce crépuscule menacé, la réalité devenait une construction mentale totalement improbable. Monsieur, monsieur. La voix du garçon extirpa le client de sa rêverie. Devant lui, sur la petite table ronde, le sandwich et le ballon de brouillis auquel il n'avait pas touché. Monsieur, je peux vous encaisser? J'ai fini mon service. Le serveur était vieux, rides profondes et longs cheveux blancs, crayonné entre le dandy suranné et l'ancêtre Comanche, visiblement fatigué de trop d'années de service, mais tenait son plateau réglementairement à l'horizontale et attendait à l'aplomb de la table que le jeune homme daigne prendre en compte sa demande. Il fit glisser la soucoupe contenant le ticket de caisse vers l'assiette, mais sans aucune animosité, juste pour faciliter le retour au réel de son client, et ses lèvres formèrent sans bruit le son 15 €. Le client ne vérifia pas la somme indiquée et sortit de sa poche de pantalon un billet de 20 qu'il tendit au serveur, le regardant à peine, impatient qu'il était de retourner au spectacle de la rue en panique. Le garçon jeta un œil au-delà de la vitrine du café, évalua le peu qu'il voyait du ciel et ses nuages d'encre au-dessus des arbres agités, revint à la soucoupe de monnaie posée sur son plateau et en retira 5 € de change, qu'il déposa sur la table en soufflant un mystérieux et fataliste « po 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 ». Le client ne vit pas le garçon quitter la table et se diriger vers le bar derrière lequel il posa son plateau. Il n'entendit pas plus la patronne l'interpeller. « Marco, vous ne voulez pas attendre un peu? Ça va tomber !» Sans se retourner, le serveur agita un bras en guise de remerciement et entama la descente de l'escalier vers le sous-sol où se trouvait le vestiaire du personnel. Les armoires métalliques jouxtaient les toilettes, et Marco dut s'effacer pour laisser passer une femme, une espèce de géante, blonde, en bottes et combinaison de cuir jaune, qui lui cracha en passant « Vos toilettes sont dégueulasses, à gerber !» Le garçon regarda disparaître la déesse de cuir dans l'escalier en colimaçon, puis ouvrit l'armoire pour récupérer veste, manteau, casquette et écharpe. Par-dessus l'odeur acide émanant de ce réduit sombre, subsistaient les traces infinitésimales d'un parfum que reconnut Marco. Habit rouge, c'est un parfum d'homme, lesbienne. Souvent, le vieux Comanche pensait des choses qu'il n'osait pas dire. Autant le sous-sol lui avait paru malsain et froid, autant lorsqu'elle dépassa le seuil de l'escalier, retrouver la salle du café réconforta Julie. Quelque chose de calme, de rassurant et de presque amical flottait autour d'elle depuis le zinc où l'attendait son café, jusqu'aux grandes vitrines ne cachant rien du boulevard chahuté par le vent. Les clients qui parlaient doucement, comme en bibliothèque ou à confesse,
La musique jazzy cool, à peine audible, la lumière douce, la patronne qui reposait les verres avec précaution sur leurs étagères après les avoir essuyés. Tout disait le bien-être et la sécurité. De retour au comptoir, Julie mélangea quelques cristaux de sucre dans son café, puis répéta à la patronne, mais l'atmosphère n'étant pas à l'esclandre, sur le ton de la confidence, de celle qui doit dire les choses qui doivent être dites et qui en est profondément navrée. « Vos toilettes sont dégueulasses, à gerber, excusez l'expression, mais vraiment, non. » Gisèle, la patronne, considéra le grand monument bardé de cuir jaune qui s'adressait à elle. Une lourde natte mordorée reliait sa nuque à sa poitrine. Elle s'arrêta un instant d'aligner ses verres au cordeau, le temps de soupeser sa réponse. La stature étonnante de la cliente, ses yeux de glace, son accoutrement quasi guerrier impressionnaient Gisèle, qui se sentait devant elle encore plus replète qu'elle n'était réellement. Cash ou commerçante? Elle opta pour un panaché. « Désolé, l'homme de ménage qui s'en occupe nous a téléphoné ce matin, Covid. Et moi j'ai mal au rein et j'ai pas le temps. Désolé, le café c'est pour la maison. Je rajoute une Mirabelle ?» Julie grogna son assentiment, tenta un sourire d'amnistie vers Gisèle et se tourna dos au bar pour boire son café, tout en dézippant le blouson sur son imposante poitrine. Elle aperçut derrière les tables, au-delà de la vitrine, sa moto garée sur le trottoir le long de la barrière de protection. Des feuilles rousses égorgées d'humidité étaient venues se coller sur le top case, la selle et le pare-boue avant de la Ducati. Une branche d'arbre, et pas une brindille, était coincée dans les croisillons métalliques de la barrière. Aucun piéton en vue, tous enfuis. Julie compta 3 voitures au feu rouge qui lui semblaient tanguer légèrement. Elle craignit pour sa moto. Une inquiétude lourde, noire, lente, la tenaillait maintenant. Inquiétude, certitude. Elle ne devait pas prendre la moto ce soir. Aller à Bourron-Marlotte, 1h30 de route sous la bourrasque, n'était pas raisonnable. Elle se sera parfumée pour rien, et le tailleur Chanel restera dans le top case. Pas de soirée de bienfaisance ce soir. Y avait-il désormais 2 mondes, le monde du dehors et celui du dedans? 2 mondes séparés par une vitrine de bistrot? Y avait-il d'un côté un monde de chaleur et de lumière, un espace de parole et peut-être d'amitié, et de l'autre un lieu de la catastrophe annoncée? Julie vit passer devant elle Marco, enveloppé dans un grand manteau noir, coiffé d'une casquette en laine gris-perle, une large casquette de mauvais garçon irlandais. Sous la coiffe, les cheveux blancs s'échappaient jusqu'aux épaules. Gisèle insista. « Marco, vous devriez attendre. » Elle eut droit à la même réponse muette, au même geste négligent de la main. Le vieil élégant ne se retourna pas, fit tourner le tambour de la porte et sortit affronter l'automne coléreux. Julie remarqua qu'il s'arrêtait devant la moto. Elle regretta de lui avoir mal parlé au sortir des toilettes, quand elle le vit retirer chaque feuille morte échouée sur l'engin et les jeter de l'autre côté de la barrière de sécurité. Sans tourner la tête vers le café, Marco leva le pouce en l'air à l'intention de Julie et disparut dans la nuit du boulevard, peut-être avalé par le dieu du vent. Julie entendit la patronne murmurer « Je suis inquiète. Il est si vieux, si léger. » Mais le dandy comme ange ne s'envolait pas. À peine s'il luttait contre le vent contraire, légèrement courbé pour lui offrir moins de prise. Le vent le bousculait, mais bousculait aussi sa fatigue, à la manière d'un alcool fort. Il sentait son corps, ses muscles en action comme rarement. Comme au temps de ses tours de piste à Charletti. Le 400 mètres, l'effort le plus grand quand il faut jouer des coudes dans le dernier virage. L'apprentissage de la foulée, les bras qui équilibrent et entraînent, la bouche qui baisse sous l'effort, les joues déformées par la douleur. Marco ouvrit grand la bouche pour retrouver la sensation de la vitesse, et ce fut un baiser consenti. Un baiser de jeune homme. Une rafale plus forte le déporta sur sa gauche au moment où il descendait du trottoir pour traverser le boulevard des Italiens, désert. Il avait failli tomber et s'était rattrapé en 2 grandes enjambées chancelantes. Po. Un rire silencieux l'égaya. Il était bien ivre de vent, mais l'ivresse était joyeuse, et si le vent voulait jouer au plus fort, il trouverait à qui parler. Il n'avait pas peur, la pluie ne viendrait pas, il en était sûr.
Il se posta au milieu du boulevard et choisit l'affrontement, bras grands ouverts, face vers l'opéra, tandis que de petites larmes commençaient à sourdre de ses yeux. Mais le vent fraîchit soudainement et ses épingles vinrent piquer Marco. Une bourrasque plus forte arracha sa casquette, ses cheveux s'en mêlèrent. Le 400 mètres allait être difficile à boucler dans les temps. L'image lui vint du blizzard, de la banquise, des Inuits en traîneau, des chiens aboyeurs, d'un soleil pâle qui éclaire sans réchauffer. Il n'avait jamais été là-bas, aussi loin au nord de l'Europe, jamais connu son corps dans le très grand froid sec qu'on imagine pouvoir supporter même nu. Être un homme du Nord qui se purifie aux vapeurs du sauna, puis sort dehors, alors qu'il fait peut-être -10, se frappe le torse et les épaules avec des branches souples avant de courir son 400 mètres dans la neige et plonger dans l'étang gelé. Cliché et désir d'ailleurs. L'hypercute d'une rafale allongea Marco pour le compte. Ses longs cheveux faisaient une belle tache blanche sur le goudron. Sa nuque, sa hanche lui faisait mal et maintenant le vent glissait sur lui qui n'était plus un obstacle. Marco regardait le ciel et tentait d'y distinguer les filets de brume, la vitesse des nuages, leurs directions unanimes, mais ne voyait que des variations de noir et de violet détourant le halo flou des immeubles. Est-ce que je saigne? Est-ce que je meurs? Bon, le compte à rebours a démarré. J'inviterais bien une femme à danser, mais trop tard. Bon, c'est le jour. Un sourire apaisé éclairait son visage tandis que s'évaporait son regard. La première goutte vint le frapper entre les 2 yeux. Croyant à un insecte, il tenta de la chasser de la main. La deuxième, plus lourde, atterrit sur son menton. Puis une troisième, une quatrième, une cinquième. Il pleuvait. « Monsieur, vous ne pouvez pas rester là, Marco. Prenez ma main, je vous aide. » Le Comanche ouvrit les yeux et vit une statue de cuir jaune penchée vers lui, qui souriait. Marco saisit la main tendue et se redressa avec difficulté. « Je ne sais pas si je pourrais marcher, » dit-il d'une voix plus que faible. C'est un dimanche, dans Paris déserté. Le jour se termine sous l'orage, et on peut voir une silhouette formidable, toute parée d'or, emporter dans ses bras un frêle petit bonhomme aux longs cheveux blancs. Les premières étoiles, si pâles, apparaissent dans un ciel encore lumineux. Au pied de la fenêtre entr'ouverte, Vesper est assise sur le tapis du salon et regarde la lumière se dissoudre sur le jardin. Le jour se termine, sans plainte ni plaisir, parce que tous les jours c'est ainsi que le jour se termine, comme les semaines, les mois, les années, dans ce mouvement immuable dont Vesper a bien conscience, même si elle ne peut le nommer. Un étourneau frôle une branche de l'érable et une feuille rouge s'en détache, éphéméride naturelle. Vesper suit la feuille du regard, durant son court et hésitant voyage vers l'herbe grasse où elle atterrit doucement, après une dernière volute, se mêlant à ses semblables, gorgée d'humidité. Elle relève la tête, cambre la nuque, et les yeux grands ouverts fixent le sommet de l'arbre.